Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque quotidien, direct, votre fenêtre sur les grands débats, les grandes actualités qui ont émaillé, que ce soit la scène politique ou économique, nationale, régionale, internationale. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un sujet très important. Comment l'Égypte essaye toujours d'investir dans la paix, d'investir dans la coopération, d'investir dans ce qu'on a à faire face au monde entier. Tout le monde est contre toi. Ce n'est plus... Est-ce que je peux dire, donc, il y avait un gifle sur le visage de Netanyahou, justement devant l'Assemblée générale des Nations Unies, donc Netanyahou était dans un état imbalance, comme on dit, ou dans un état déséquilibré devant Trump, après ce coup qui a subi devant l'Assemblée générale des Nations Unies pendant son discours? Écoutez, ce sont deux gifles, vraiment. Et on a vu une qui était un peu bizarre. C'était la première, qu'un président américain ou d'une nation part donner son discours au Knesset israélien et demande au président d'Israël de pardonner Netanyahou. Ouais. Et ça se voit que c'est très clair, parce que pourquoi il a demandé ça? Et il l'a demandé lorsque que tout le monde était en train d'observer et de regarder. C'est pas quelque chose qui a été chuchoté derrière les portes fermées. C'était audacieux de la part de Trump, quand même. Tout à fait, mais ça confirme l'histoire que une des plus importantes motivations derrière cette guerre, ce sont les ambitions politiques personnelles du Premier ministre israélien. C'est pas vraiment une question de guerre ou se défendre ça. Et lui, il sait très bien que autant qu'il est en guerre, il ne va pas être mis devant le tribunal pour faire face aux plusieurs, disons, accusations qu'il a pour son intégrité et ça. Donc il est en train de faire une guerre perpétuelle pour qu'il reste hors de d'être question. Et Trump était assez intelligent de savoir que ça, c'est vraiment la vraie motivation. Et là, il a demandé de son pardon pour éliminer cette motivation. Ça, c'est très important. Est-ce que ça nous mène, encore une fois, parce que je vais reprendre votre réponse en ce qui concerne le rôle de l'Égypte, mais ça nous mène à une autre question. Israël ne va rendre compte à n'importe qui pour ses crimes contre l'humanité qu'elle a perpétrés. Deux choses vraiment. On doit, je pense, comme la plupart des pays européens, faire la séparation entre Israël et le Premier ministre et le gouvernement présent. On ne peut pas oublier que Israël a signé et s'est mis d'accord dans l'accord d'Oslo pour avoir un pays indépendant pour les Palestiniens. Mais là, ici, on a un reversement, si vous voulez, de ce qu'ils se sont mis d'accord sur et ils ont signé noir sur blanc. Donc, qu'est-ce que ça vous nous dit? Ça vous nous dit une deuxième fois qu'il y a des objectifs ou des motivations qui ne sont pas seulement politiques. Ce sont des motivations personnelles et c'est ça une des grands gifles, parce que ça a confirmé ce que tout le monde était en train de raconter. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, quand on a 143 pays, 143 sur 180 ou 90 ou quelque chose comme ça, dans l'Union Unie, qui ont voté pour accepter un pays souverain pour les Palestiniens, qui est gérable aussi. Donc là, il y a disons, une volonté mondiale contre ce qui était en train de se passer. Et je pense qu'il y a un gain assez important pour la cause palestinienne et les Arabes, si vous voulez.
que ce n'est plus l'histoire des pauvres Palestiniens qui ont été massacrés par les nazis au bout du Deuxième Guerre mondiale. Israéliens. Les pauvres Palestiniens. Israéliens ou Palestiniens? Israéliens, parce que ça c'était toujours le discours avant. On a des terroristes qui sont en train de nous attaquer, tout le monde. Autant que notre histoire, on était massacrés avec victimes, on est victimes tout le temps. Okay, alors qu'ils sont bourreaux. Maintenant, personne ne croit cette histoire. Ou au moins, disons, même s'ils le croient dans le passé, ils ne le croient pas dans le présent. C'est exactement le contraire. C'est vous qui sont en train de tuer des milliers et des milliers. C'est vous qui sont en train de faire cette atrocité contre le peuple palestinien. Et là, on a vu tout ce qui s'est passé dans l'Ouest. On a vu ce qui s'est passé dans les universités américaines. Et on a vu le support qu'on a. Ça, je pense que l'Égypte a joué un rôle énorme pour ce changement d'état d'esprit mondial. Et regrouper, j'aimerais revenir encore une fois à regrouper ces partis, ces acteurs. Les regrouper, c'était les résultats de le changement d'opinion, parce que s'ils n'étaient pas d'accord, ils n'auront jamais venu. Donc venir ici, c'est une déclaration, c'est une confirmation que oui, on est derrière l'Égypte, on croit bien que la seule solution, il n'y a pas de solution militaire pour ce conflit. C'est ça vraiment que l'Égypte a dit depuis 1991 dans la conférence de Madrid. Donc là, il n'y a pas vraiment une solution militaire. La seule solution, ça peut être à donner à ce peuple leur État souverain qui est gérable pour qu'il mène une vie normale, si vous voulez. Qui va payer le coût et la facture de la paix et de la reconstruction? Je parle de ça à la lumière quand même de cette conférence annoncée par l'Égypte et qui va être tenue le mois prochain. Peut-être il y a une autre question aussi qu'on doit répondre. Personne la réponse. Et personne ne va payer si on n'a pas un paix solide. Durable. Durable et solide. Parce que si jamais, personne ne va payer quelque chose qui va être détruit au bout de quelques mois ou quelques années même. Donc vous avez deux remarques en ce qui concerne l'application dans la première phase ou quand même le fait d'accéder à la deuxième phase de plan de paix de Donald Trump. Tout à fait. Dans la bande de Gaza. Tout à fait. Premièrement, parce que on a maintenant un arrêt de feu, mais je pense que c'est encore fragile. Donc ça doit se solidifier d'une façon que pour que quelqu'un ait la volonté pour investir ou construire ou aider à Gaza, il doit se mettre d'accord ou il doit avoir des confirmations, si vous voulez, qu'au bout de quelques mois, on ne va pas détruire d'une deuxième fois ou une dixième fois ce qu'on va payer maintenant. Et c'était cette remarque qui a été faite par les Saoudiens aussi. Donc c'est très important de solidifier l'état du pays qui est un peu fragile aujourd'hui pour qu'on puisse avancer, qu'on puisse avoir ceux qui peuvent aider, contribuer pour aider les Palestiniens à construire leur pays. Donc, d'après votre observation, Israël détruit les Arabes, notamment les pays du Golfe, les pays riches, comme ils ont été qualifiés par Donald Trump, c'est eux qui vont payer la reconstruction, je pense que la facture de la paix? La plupart, mais ça reste parce que aussi on a le plan qu'on a vu tous, le plan de Trump d'investir en Gaza. Et Gaza peut devenir une source de revenus ou par contrôler leur gaz qui est dans le Méditerranée ou comme tourisme. Mais ça peut se passer seulement lorsqu'on a un pays solide. Je ne pense pas que personne va investir ou va contribuer à la reconstruction de Gaza avant qu'on a cette confirmation.
Et d'ici, la deuxième phase devient la plus importante dans ce processus. Ouais. Si jamais on doute toujours que les choses vont se calmer, je pense que la plupart du contributeurs vont être réluctants pour faire cette contribution. On va poursuivre notre discussion, mais justement après cette petite pause. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. De l'impact de la paix, la facture de la paix, qui va payer la facture de la paix, mais aussi nous devons, avant de continuer à poursuivre notre discussion avec notre cher invité, passer en revue l'impact de la guerre sur l'économie israélienne. Et est-ce que parmi les éléments qui ont fait une sorte de, ou qui ont représenté une sorte de catalyseur pour ce volte-face de Donald Trump, c'était le coup très lourd de la guerre qu'a menée Israël contre les Palestiniens dans la bande de Gaza pendant 2 ans. C'est ce qu'on va savoir ensemble. Ces dernières semaines, les informations concernant des multinationales ayant décidé économique, commerciale et énergétique normale et légitime, a dit devant la presse un porte-parole des affaires étrangères chinoises. Les déclarations du président américain sont un exemple typique d'intimidation unilatérale et de coercition économique, a-t-il ajouté. La guerre commerciale, déclenchée avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier, semble susceptible de reprendre après un relatif apaisement. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, annonce depuis Sharm el-Sheikh que la Fédération internationale va soutenir la reconstruction de l'infrastructure balistique à Gaza. Il est allé au Burundi où il affrontera samedi le club de l'Aigle Noir dans le cadre du match aller des 16e de finale de la Ligue des Champions de la CAF. Et en équitation, poursuite en Égypte du championnat international de saut d'obstacles. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s'est exprimé depuis Sharm el-Sheikh en Égypte à propos du plan de paix pour Gaza, saluant un nouveau départ pour la région. Infantino a aussi annoncé que la FIFA allait soutenir la reconstruction de l'infrastructure footballistique à Gaza. Les détails avec notre collègue Herschel.
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a annoncé mercredi que l'organisation soutiendra la reconstruction de l'infrastructure footballistique à Gaza suite à l'accord de paix entre Israël et le Hamas signé lundi à Sharm el-Sheikh. Selon Infantino, la FIFA prévoit de restaurer des installations sportives détruites lors des hostilités et de lancer un fonds spécial pour la construction de nouveaux terrains de football, ainsi que pour le soutien des programmes destinés à la jeunesse. Il est très important que la FIFA soit ici pour soutenir, aider et garantir le processus de paix qui devienne réalité. Le football doit unir et donner de l'espoir, a déclaré le président de l'organisation. Il a souligné que la FIFA prévoit de collaborer avec l'Association palestinienne de football afin de créer des opportunités pour les enfants et de ramener le football dans la région. Infantino a ajouté que la FIFA construira des mini-terrains et des FIFA Arenas modernes et invitera également des partenaires internationaux à rejoindre ce projet. Le football apporte de l'espoir aux enfants et c'est incroyablement important, a souligné le président de la FIFA. La Fédération palestinienne de football avait auparavant exprimé son intention de solliciter un soutien urgent de la FIFA et de la Confédération asiatique pour la reconstruction des installations touchées, insistant sur l'importance de maintenir l'activité du football palestinien et de reprendre les compétitions locales au plus vite. Au niveau africain, El Ahly s'est rendu au Burundi où il affrontera samedi le club de l'Aigle Noir et cela dans le cadre du match aller des 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF. Cette rencontre sera donc la première sous la direction du nouvel entraîneur danois Jess Thorop qui a officiellement pris ses fonctions la semaine dernière, succédant ancien à l'Espagnol José Riviero. L'effectif de l'Ahly enregistre l'absence des 6 joueurs à rappeler Imam Achour, Hissène Al-Shahat, Hamza Abdelkrim, Karim Fouad, Ahmad Rida et Ashraf Dari. À l'issue des matchs internationaux du mois d'octobre, on connaît déjà 28 des 48 sélections qui participeront au Mondial 2026. Si les qualifications toucheront à leur fin en novembre, certaines nations comme la France ou comme même l'Espagne se trouvent en situation très favorable pour participer à la compétition plutôt festivale, alors que l'Italie reste sous la menace d'un nouvel à échec. Les détails, toujours avec Aïchel. On y voit un peu plus clair. Un carton contre la Lettonie mercredi 5-0 a permis à l'Angleterre de Thomas Tuchel de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Auteur d'un sans faute pendant les éliminatoires comme le Maroc dans la zone Afrique, les Three Lions ont validé le premier billet pour ce mondial d'un pays européen. Si la France et le Portugal de Cristiano Ronaldo, respectivement tenus en échec par l'Islande et la Hongrie, devront encore attendre pour imiter les coéquipiers de Jude Bellingham, les Bleus, comme les Portugais, semblent bien partis pour se qualifier. Et ils ne sont pas les seuls. Selon les prédictions, plusieurs cadors européens devraient tranquillement décrocher leur place au mondial pendant la fenêtre de novembre. Outre la France et le Portugal, tous les favoris devraient voir la Coupe du Monde, sauf énorme surprise, bien sûr. Leaders de l'Europe avant les dernières rencontres, la Croatie comme la Belgique, les Pays-Bas et l'Espagne devaient lutter eux aussi pour le titre mondial pendant l'été. La Suisse ainsi que l'Autriche paraissent également bien armés pour décrocher leur qualification. Idem pour la Norvège d'Erling Haaland. Avec 3 points d'avance et une différence de but très favorable, l'équipe scandinave devancera l'Italie, même en cas de défaite contre la Nationale le 16 novembre. En cas de première place des Norvégiens dans le groupe I, l'Italie prendrait alors la direction des barrages de la zone Europe. En France, le ballon d'or Ousmane Dembélé est en phase de reprise avec le Paris Saint-Germain. C'est ce qu'a annoncé le club aujourd'hui à la veille du match de Ligue 1 contre Strasbourg qui devrait manquer au contraire de Désiré Doué, apte à rejouer. Touché à la cuisse avec les Bleus en septembre, Dembélé a suivi donc des soins dans une clinique spécialisée de Doha au Qatar pendant la trêve internationale qui vient de s'achever. Mais il est en phase de reprise. En revanche, Désiré Doué ou encore Marquinhos, non évoqués dans le communiqué médical, devrait faire le retour dans le groupe demain. L'entraîneur Luis Enrique a toutefois confié qu'il se fonderait sur l'entraînement de reprise avec tout le groupe ce soir pour laisser revenir le joueur de cette sélection.
Et en tennis, le numéro 2 mondial Yannick Sinner a déclaré qu'il ne savait pas encore assez prendre part à la phase finale de la Coupe Davis du 18 au 23 novembre à Bologne, où l'Italie remettra en jeu le trophée conquis en 2023 et 2024. L'Italien reste sur un abandon au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai contre le Néerlandais Talon Griespoor en raison de crampes à la cuisse. Porté par Sinner, l'Italie a remporté en 2023 la deuxième Coupe Davis de son histoire, la première depuis 1976, en battant en finale l'Australie. L'an dernier, elle a conservé toujours avec l'ancien numéro 1 mondial le prestigieux saladier d'argent, en battant cette fois les Pays-Bas. Comme je vous ai déjà souligné dans les principaux titres de cette édition, en équitation, le championnat international de saut d'obstacles se poursuit en Égypte. Organisé par le ministère de l'Intérieur, l'événement réunit de nombreux cavaliers venus de plusieurs pays arabes étrangers dans une compétition marquée par un haut niveau technique et sportif. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts de coopération entre le ministère de l'Intérieur et des représentants des fédérations équestres arabes et africaines. Les épreuves se poursuivront jusqu'à samedi avec la remise des prix et trophées aux vainqueurs. La 33e édition du festival et de la conférence de musique arabe organisée par l'Opéra égyptien et sous les auspices du ministère de la Culture débute aujourd'hui au théâtre An-Nafoura de l'Opéra du Caire. Le festival accueille une sélection de stars, chanteurs, mais aussi musiciens de premier plan d'Égypte du monde arabe présentant des soirées distinguées de chant. Les deux musiques commenceront tous les jours à 20h30. Cette édition rendra un hommage particulier à la légendaire diva de l'Orient, Kulthum, à l'occasion du 50e anniversaire de sa disparition. Les détails. La 33e édition du Festival de la musique arabe se déroule sur 10 jours consécutifs, du 16 au 25 octobre, avec 41 concerts animés par 83 chanteurs égyptiens et arabes. Cette édition rendra un hommage particulier à la légendaire diva Kulthum à l'occasion du 50e anniversaire de sa disparition. Les concerts se tiendront au Caire, au théâtre Nafoura de l'Opéra du Caire, au théâtre El Gomoureya, à l'Institut de la musique arabe, ainsi qu'à l'Opéra d'Alexandrie et à celui de Damanhour. Les organisateurs ont révélé le riche programme de la festivité annuelle. Amel Meher ouvre le concert du théâtre le 16 octobre sous la direction du maestro Tamer Fawzi. Medhat Saleh suivra le vendredi 17 octobre lors du deuxième concert du festival, dirigé par le maestro Ahmed Amir et le soliste au piano Amr Selim. Wael Gossar présentera le troisième concert au Festival de la musique arabe le samedi 18 octobre sous la direction du maestro Adel Aïch, tandis que Hani Shakir se produira lors de la quatrième soirée du festival le dimanche 19 octobre sous la direction du maestro Mustafa Hilmi. Le lundi 20 octobre aura lieu le concert très attendu de Omar Khayrat et de son groupe, une soirée musicale exceptionnelle attendue avec impatience par les mélomanes. Les événements se poursuivront le mardi 21 octobre avec une soirée mettant en vedette Mohamed El-Hel et Riham Abdel Hakim sous la direction du maestro Mohamed El-Moughi. Elle sera suivie le mercredi 22 octobre par un concert de Ali Haggar sous la direction du maestro Ahmed Atif. Le jeudi 23 octobre, Marwan Agui et Mohamed Tarouad se produiront au théâtre de la Fontaine lors d'une soirée musicale dirigée par le maestro Ala Abdesalem. Le vendredi 24 octobre, le public retrouvera Maï Farouk lors d'un concert somptueux dirigé par le maestro Tamer Fawzi. Le festival se terminera le samedi 25 octobre avec un concert spécial mettant en vedette Souma et Sabr Roubaï, mettant l'accent sur la diversité de la musique arabe. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et bonsoir. Bonsoir à tout le monde.
إنهاء الحرب في غزة، أفتح الباب لعهد جديد من السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بل وفي العالم أجمع. اسمحوا لي أن أدعو فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الانضمام إلى قادة العالم الداعين إلى السلام. أود أن أشكر شركائنا في الولايات المتحدة وتركيا وقطر على جهودهم المخلصة لتنفيذ حل دولتين باعتباره السبيل الوحيد نحو تحقيق الطموح المشروع للشعبين. القيادة الحقيقية ليست في شن الحروب وإنما في القدرة على إنهائها، فلتكن حرب غزة آخر الحروب في الشرق الأوسط. عندما أقدم الرئيس أنور السادات رحمه الله بخطى ثابتة غير مسبوقة في تاريخ المنطقة وبادر بزيارة تاريخية إلى القدس. إن السلام لا تصنعه الحكومات وحدها بل تبنيه الشعوب. السلام يظل خيارنا الاستراتيجي. معا مدوا أيديكم لنتعاون في تحقيق السلام العادل والدائم لجميع شعوب المنطقة. Sur les bords du Nil, dans un des plus beaux quartiers du Caire, le quartier de Zamalek, se trouve le complexe des arts, appelé aussi le palais de Aïcha Fahmy. Il fut construit par un des plus hauts fonctionnaires du roi Fouad et fut ensuite transmis comme héritage à sa sœur Aïcha Fahmy. Dans les années 50 du siècle dernier, le ministère de la Culture acheta ce palais et le consacra à l'exposition des différentes formes d'art. En 1986, on le baptisa donc le complexe des arts. Des œuvres d'art de par le monde sont étalées dans le complexe des arts où se tiennent également des activités artistiques internationales dont le Biennale international du Caire, le Biennale de poterie, le Triennale de la sculpture et le Salon des jeunes. Le complexe des arts organise exclusivement chaque année le Salon de miniature. En 2010, le complexe des arts fut considéré comme un site archéologique. Le ministère de la Culture entama ensuite sa restauration et son innovation et fut inauguré en 2017 avec une grande exposition qui se prolongea sur 3 mois, intitulée « Trésors de nos musées », étalant des objets d'art collectés de 11 musées de par l'Égypte. Le complexe des arts se caractérise par ses grandes salles splendides aux couleurs spectaculaires, qui forment avec les œuvres d'art qui y sont étalées des tableaux pittoresques. Voici un des plus beaux tableaux du fameux artiste anglais George Waterhouse, dessiné en 1882 et intitulé « Des personnages sur les escaliers ». Quant à ce tableau, il appartient à l'artiste français Dicamp Alexandre Gabriel, considéré comme pionnier du mouvement orientaliste. Et voici un autre ouvrage qui appartient au grand artiste français Delacroix-Eugène, un des pionniers de l'école romantique.
Dans cette même salle se trouvent 2 statues en marbre appartenant au fameux sculpteur italien Lapini César. Ce tableau intitulé La Gitane appartient à l'artiste allemand Bernard Sikanderhardt. Voici un autre tableau de cet artiste intitulé La femme à l'éventail. Le premier et le deuxième étage du complexe des arts sont consacrés aux œuvres d'art mondiaux, alors que les ouvrages artistiques égyptiens sont regroupés dans un étage séparé. La salle de billard est un des endroits les plus distingués à l'intérieur du complexe des arts. Elle se distingue surtout par les ouvrages en bois sculptés avec art et dextérité, et le verre coloré avec ses couleurs harmonieuses. Chaque coin dans le complexe des arts est en soi une œuvre d'art fantastique. Ce tableau appartient à l'artiste italien Annibale Scagnamiglio. Il est intitulé Le vieux derviche. Dans chacune des salles du complexe des arts se trouve un grand écran pour la projection des différentes œuvres d'art, dont cette statue de l'artiste Jean Papas. À l'entrée du premier étage se trouve un ouvrage artistique spectaculaire en verre qui s'étend jusqu'au deuxième étage, constituant ainsi un des traits caractéristiques du complexe des arts. Au deuxième étage est étalée une collection dont la majorité appartient au musée Mahmoud Khalil. Parmi cette collection très distinguée, ce tableau de Claude Monet. Voici un autre tableau du même musée intitulé Une leçon de musique de l'artiste Toulouse-Lautrec. La cravate est le titre de ce tableau très particulier de Renoir.
La salle nippone est une des plus célèbres salles à l'intérieur du complexe des arts, connu aussi sous le nom du palais Aïcha Fahmy. C'est l'ambassade du Japon au Caire qui a offert cette salle à Madame Aïcha Fahmy, qui exprima à l'époque une grande appréciation pour les arts japonais. La salle consacrée aux œuvres d'art égyptiennes est très distinguée. Parmi les plus beaux ouvrages qui y sont étalés, ceux appartenant au fameux sculpteur égyptien Mahmoud Mokhtar. Cette salle regroupe également des tableaux pittoresques de l'artiste Mahmoud Saïd, transportés de son musée dans la ville d'Alexandrie. Deux autres artistes alexandrins, les frères Sef et Adham Waneli, qui ont étudié l'art en Europe et dont les ouvrages sont manifestement influencés par les écoles européennes. Dans cette salle sont étalés également des ouvrages de l'artiste Ingi Aflatoun, une des plus célèbres artistes de la première moitié du XXe siècle. On y trouve également des ouvrages du plasticien Ragheb Ayat. Le complexe des arts regroupe des ouvrages artistiques appartenant à des artistes de par le monde, outre les artistes égyptiens les plus distingués. La visite de ce palais splendide n'est en fait qu'un voyage à travers l'histoire des arts en Égypte, voire dans le monde.
monsieur, bonsoir. Et les actualités en bref. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté à la signature d'un protocole d'accord entre le ministère de la Santé et de la Population et le ministère de la Santé du Qatar en vue de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la santé. Ce protocole vise à échanger les expertises médicales, à développer les systèmes de soins de santé, à former les cadres médicaux et à renforcer la sécurité alimentaire et sanitaire entre les deux pays à travers les programmes conjoints, des missions d'experts et des sessions de formation spécialisées. La Chambre des représentants a approuvé définitivement le projet de loi sur les procédures pénales après avoir modifié les 8 articles sur lesquels le président Abdel Fattah el-Sisi avait émis des réserves lorsqu'il a renvoyé le texte au Parlement pour réexamen en vue de garantir davantage de transparence, de gouvernance et de réalisme. L'un des principaux amendements concerne l'article 6 relatif à l'entrée en vigueur de la loi. Conformément à la recommandation du président, l'application du texte est désormais reportée au début de l'année judiciaire 2026 au lieu de lendemain de sa publication, comme le prévoyait la version initiale. Cette modification répond aux remarques du président selon lesquelles la loi introduite à l'article 232, la création de centres d'annonces électroniques relevant du ministère de la Justice dans plus de 280 tribunaux à travers le pays, nécessitant des préparatifs techniques, administratifs et humains importants. La loi amendée tient également compte de l'article 105 qui encadre la procédure d'interrogatoire des accusés par le ministère public, notamment dans les cas où leur vie pourrait être en danger, tout en garantissant la présence ou la convocation d'un avocat désigné par le bureau local. Le Croissant Rouge égyptien poursuit ses efforts inlassables pour acheminer l'aide humanitaire à Gaza en livrant aujourd'hui plus de 10 000 tonnes d'aide dans le cadre du 51e convoi Zaid el-Azza envoyé d'Égypte vers Gaza. Le convoi comprenait plus de 500 tonnes des paniers alimentaires de farine, environ 2700 tonnes de fournitures médicales et de secours, ainsi qu'environ 2300 tonnes de produits pétroliers. Mesdames et messieurs, fin de notre actualité en bref. Merci pour votre attention.
Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque quotidien, direct, votre fenêtre sur les grands débats, les grandes actualités qui ont émaillé, que ce soit la scène politique ou économique, nationale, régionale, internationale. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un sujet très important. Comment l'Égypte essaye toujours d'investir dans la paix, d'investir dans la coopération, d'investir dans ce qu'on a faire face au monde entier. Tout le monde est contre toi. Ce n'est plus... Est-ce que je peux dire, donc, il y avait un gifle sur le visage de Netanyahou, justement devant l'Assemblée générale des Nations Unies, donc Netanyahou était dans un état imbalance, comme on dit, ou dans un état déséquilibré devant Trump, après ce coup qui a subi devant l'Assemblée générale des Nations Unies pendant son discours? Écoutez, ce sont deux gifles, vraiment. Et on a vu une qui était un peu bizarre. C'était la première, qu'un président américain ou d'une nation part donner son discours au Knesset israélien et demande au président d'Israël de pardonner Netanyahou. Ouais. Et ça se voit que c'est très clair, parce que pourquoi il a demandé ça? Et il l'a demandé lorsque tout le monde était en train d'observer et de regarder. C'est pas quelque chose qui a été chuchoté derrière les portes fermées. C'était audacieux de la part de Trump, quand même. Tout à fait, mais ça confirme l'histoire que une des plus importantes motivations derrière cette guerre, ce sont les ambitions politiques personnelles du Premier ministre israélien. C'est pas vraiment une question de guerre ou se défendre ça. Et lui, il sait très bien que autant qu'il est en guerre, il ne va pas être mis devant le tribunal pour faire face aux plusieurs, disons, accusations qu'il a pour son intégrité et ça. Donc il est en train de faire une guerre perpétuelle pour qu'il reste hors d'être question. Et Trump était assez intelligent de savoir que ça, c'est vraiment la vraie motivation. Et là, il a demandé de son pardon pour éliminer cette motivation. Ça, c'est très important. Est-ce que ça nous mène, encore une fois, parce que je vais reprendre votre réponse en ce qui concerne le rôle de l'Égypte, mais ça nous mène à une autre question. Israël ne va rendre compte à n'importe qui pour ses crimes contre l'humanité qu'elle a perpétrés. Deux choses vraiment. Je pense on doit, comme la plupart des pays européens, faire la séparation entre Israël et le Premier ministre et le gouvernement présent. On ne peut pas oublier que Israël a signé et s'est mis d'accord dans l'accord d'Oslo pour avoir un pays indépendant pour les Palestiniens. Mais là, ici, on a un reversement, si vous voulez, de ce qu'ils se sont mis d'accord sur et ils ont signé noir sur blanc. Donc, qu'est-ce que ça vous nous dit? Ça vous nous dit une deuxième fois qu'il y a des objectifs ou des motivations qui ne sont pas seulement politiques. Ce sont des motivations personnelles et c'est ça une des grands gifles parce que ça a confirmé ce que tout le monde était en train de raconter. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, quand on a 143 pays, 143 sur 180 ou 90 ou quelque chose comme ça, dans l'Union Unie, qui ont voté pour accepter un pays souverain pour les Palestiniens, qui est gérable aussi. Donc là, il y a disons, une volonté mondiale contre ce qui était en train de se passer. Et je pense qu'il y a un gain assez important pour la cause palestinienne et les Arabes, si vous voulez.
que ce n'est plus l'histoire des pauvres Palestiniens qui ont été massacrés par les nazis au bout du Deuxième Guerre mondiale. Les pauvres Israéliens. Israéliens. Les pauvres Palestiniens. Israéliens ou Palestiniens? Israéliens, parce que ça c'était toujours le discours avant. On a des terroristes qui sont en train de nous attaquer, tout le monde. Autant que notre histoire, on était massacrés avec victimes, on est victimes tout le temps. Okay, alors qu'ils sont bourreaux. Maintenant, personne ne croit cette histoire. Ou au moins, disons, même s'ils le croient dans le passé, ils ne le croient pas dans le présent. C'est exactement le contraire. C'est vous qui sont en train de tuer des milliers et des milliers. C'est vous qui sont en train de faire cette atrocité contre le peuple palestinien. Et là, on a vu tout ce qui s'est passé dans l'Ouest. On a vu ce qui s'est passé dans les universités américaines. Et on a vu le support qu'on a. Ça, je pense que l'Égypte a joué un rôle énorme pour ce changement d'état d'esprit mondial. Et regrouper, j'aimerais revenir encore une fois à regrouper ces partis, ces acteurs. Les regrouper, c'était les résultats de le changement d'opinion, parce que s'ils n'étaient pas d'accord, ils n'auront jamais venu. Donc venir ici, c'est une déclaration, c'est une confirmation que oui, on est derrière l'Égypte, on croit bien que la seule solution, il n'y a pas de solution militaire pour ce conflit. C'est ça vraiment que l'Égypte a dit depuis 1991 dans la conférence de Madrid. Donc là, il n'y a pas vraiment une solution militaire. La seule solution, ça peut être à donner à ce peuple leur État souverain qui est gérable pour qu'il mène une vie normale, si vous voulez. Qui va payer le coût et la facture de la paix et de la reconstruction? Je parle de ça à la lumière quand même de cette conférence annoncée par l'Égypte qui va être tenue le mois prochain. Peut-être il y a une autre question aussi qu'on doit répondre. Personne la réponse. Et personne ne va payer si on n'a pas un paix solide. Durable. Durable et solide. Parce que si jamais, personne ne va payer quelque chose qui va être détruit au bout de quelques mois ou quelques années même. Donc vous avez deux remarques en ce qui concerne l'application dans la première phase ou quand même le fait d'accéder à la deuxième phase de plan de paix de Donald Trump. Tout à fait. Dans la bande de Gaza. Tout à fait. Premièrement, parce que on a maintenant un arrêt de feu, mais je pense que c'est encore fragile. Donc ça doit se solidifier d'une façon que pour que quelqu'un ou ait la volonté pour investir ou construire ou aider à Gaza, il doit se mettre d'accord ou il doit avoir des confirmations, si vous voulez, qu'au bout de quelques mois, on ne va pas détruire d'une deuxième fois ou une dixième fois ce qu'on va payer maintenant. Et c'était cette remarque qui a été faite par les Saoudiens aussi. Donc c'est très important de solidifier l'état du pays qui est un peu fragile aujourd'hui pour qu'on puisse avancer, qu'on puisse avoir ceux qui peuvent aider, contribuer pour aider les Palestiniens à construire leur pays. Donc, d'après votre observation, Israël détruit les Arabes, notamment les pays du Golfe, les pays riches, comme ils ont été qualifiés par Donald Trump, c'est eux qui vont payer la reconstruction, je pense que la facture de la paix? La plupart, mais ça reste parce que aussi on a le plan qu'on a vu tous, le plan de Trump d'investir en Gaza. Et Gaza peut devenir une source de revenus ou par contrôler leur gaz qui est dans le Méditerranée ou comme tourisme. Mais ça peut se passer seulement lorsqu'on a un paix solide. Je ne pense pas que personne va investir ou va contribuer à la reconstruction de Gaza avant qu'on a cette confirmation.
Et d'ici, la deuxième phase devient la plus importante dans ce processus. Ouais. Si jamais on doute toujours que les choses vont se calmer, je pense que la plupart du contributeur vont être réluctants pour faire cette contribution. On va poursuivre notre discussion, mais justement après cette petite pause. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Encore une fois, chers téléspectateurs, vous êtes toujours bienvenus. C'était donc le temps de l'appel à la prière selon l'heure locale du Caire, l'appel à la prière de la Chab, bien sûr, ou la prière de nuit. Et de retour à notre actualité aujourd'hui, cette lecture concernant les différentes dimensions de l'impact de la paix. La facture de la paix, qui va payer la facture de la paix, mais aussi nous devons, avant de continuer, poursuivre notre discussion avec notre cher invité,
passons en revue l'impact de la guerre sur l'économie israélienne. Et est-ce que parmi les éléments qui ont fait une sorte de ou qui ont représenté une sorte de catalyseur pour ce volte-face de Donald Trump, c'était le coût très lourd de la guerre qu'a menée Israël contre les Palestiniens dans la bande de Gaza pendant 2 ans. C'est ce qu'on va savoir ensemble. Ces dernières semaines, les informations concernant des multinationales ayant décidé